Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de l'Empire du Mali. Mais attention, on ne va pas seulement parler de montagnes d'or et de rois légendaires. Non, ce qui nous intéresse, c'est le plan, l'architecture délibérée qui a soutenu l'un des empires les plus puissants de l'histoire. C'est une histoire de conception, de vision, pas juste de richesse tombée du ciel. Voilà la question centrale. Tout le monde a entendu parler de l'or du Mali. Mais comment cet empire a-t-il pu non seulement accumuler une telle fortune, mais surtout la gérer, la structurer et bâtir dessus une civilisation qui a duré? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien commencer, partons de l'histoire la plus connue, la plus folle. Imaginez un seul homme, si riche que son passage et ses dépenses font s'effondrer le cours de l'or de toute une nation. Voilà l'échelle de la richesse de Mansa Moussa. Mais cette richesse, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour comprendre d'où elle vient vraiment, il faut remonter à la source. Et cette source, justement, nous amène à notre première partie, le dessin du lion. Voici le véritable architecte de tout ça, Soundiata Keïta. Bien avant que l'or ne coule à flot, c'est lui qui a posé des fondations administratives et sociales d'une solidité incroyable pour l'époque. Il n'a pas seulement conquis des terres, il a bâti un système. Et voici son chef-d'œuvre, le véritable plan directeur de l'Empire, le Kurukan Fuga. Il ne faut pas voir ça comme un simple pacte. Non, c'était bien plus. Une constitution, un véritable système d'exploitation sociale et politique qui allait régir la société malienne pour des siècles. Ce qui était absolument fascinant avec cette charte, c'est son ampleur. Elle organisait tout, de la structure des classes sociales à l'économie. Et le plus fou, c'est qu'elle abordait déjà des questions comme les droits des personnes ou des règles sur l'esclavage, bien avant beaucoup de textes occidentaux. L'idée de base, c'était que l'ordre et la justice devaient être le socle de tout. Et cet ordre, il était appliqué via une administration hyper efficace. Tout en haut, le Mansa, le roi, avec un pouvoir absolu. L'empire était découpé en provinces, mais les régions vraiment stratégiques étaient gérées par un gouverneur militaire, le Farine, choisi directement par le roi. Ça garantissait une loyauté totale au pouvoir central. Un contrôle strict et direct. Voilà la clé. Bon, maintenant qu'on a vu la structure, voyons comment ce système a alimenté une prospérité légendaire. C'est le moteur de l'âge d'or. On en revient à Mansa Moussa. Sa fortune n'est pas sortie de nulle part. C'était le pilote expert d'une machine économique incroyablement bien huilée. Il a hérité d'un système, il l'a simplement poussé à son maximum. Et cette machine, elle tournait grâce au contrôle de deux ressources absolument vitales. L'or, évidemment, extrait en masse dans le sud. Mais aussi, et c'est crucial, le sel, extrait dans le nord. Il faut savoir que dans le sud, où le sel était rare, il valait littéralement son poids en or. L'Empire contrôlait les deux bouts de cet axe économique. C'était ça le secret. Et là, attention, c'est le chiffre qui change tout. On pourrait croire que l'or était la source principale de revenus, non? Eh bien, pas du tout. La majorité de la richesse de l'État venait en fait des taxes et des droits de douane. L'Empire était moins une mine d'or qu'un gigantesque péage ultra stratégique sur les routes commerciales. Un système fiscal d'une intelligence redoutable. Mais ce fameux pèlerinage, ça n'a pas été qu'une démonstration de richesse. Ça a aussi été un voyage d'apprentissage. Mansa Moussa a compris que la grandeur, ce n'était pas que l'or. Il est donc revenu avec un architecte, Al-Saïli, et une mission claire: transformer la richesse matérielle en splendeur culturelle et architecturale. Ce qui nous amène tout droit à notre troisième partie, l'héritage de l'Empire. Un héritage fait de terre, mais aussi d'esprit. C'est là qu'Al-Saïli a introduit un style qui est devenu la signature visuelle de toute la région, le style soudano-sahélien. Ces mosquées majestueuses en pisé, avec ces poutres en bois qui sortent des murs. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est aussi un échafaudage permanent, une idée de génie pour l'entretien annuel indispensable dans ce climat. C'est de cette vision que sont nées des structures emblématiques, comme la mosquée Djinguereber à Tombouctou, commandée par Mansa Moussa lui-même. Ces bâtiments, ce n'étaient pas que des lieux de culte, c'était le cœur battant des villes, des centres d'éducation, des centres civiques. Mais la construction la plus impressionnante finalement, elle n'était peut-être pas en briques. L'Empire du Mali a érigé un véritable monument du savoir, l'université de Sankoré à Tombouctou, qui a attiré les plus grands savants du monde islamique de l'époque. Et ce qui est incroyable, c'est à quel point son modèle était en avance sur son temps. On est loin des universités européennes de l'époque, rigides et centralisées. Sankoré, c'était un regroupement de facultés indépendantes où les savants avaient une liberté académique immense. Un modèle décentralisé et hyper moderne pour l'étude du droit, de la médecine ou de l'astronomie. Pour vraiment saisir la solidité du système, il faut regarder au-delà des deux noms les plus connus. Alors, voyons d'autres figures tout aussi importantes.
Prenez Mansa Sakura par exemple. Son histoire est digne d'un film. C'était un esclave affranchi, il est devenu général, a pris le pouvoir par un coup d'État et, contre toute attente, il a renforcé l'empire. Son histoire nous montre deux choses, que le système était assez résilient pour survivre à des crises et qu'il y avait une forme de mérite qui pouvait primer sur la naissance. Ou encore Mansa Suleiman. Succéder à une légende comme Mansa Moussa, ce n'est jamais simple. Il a été le dirigeant pragmatique qu'il fallait. Il a restauré la discipline, reconquis des territoires et surtout, il a maintenu les liens commerciaux vitaux. Il n'avait peut-être pas l'éclat de Mansa Moussa, mais c'est lui qui a garanti la pérennité du système. Alors, au final, que faut-il retenir de l'Empire du Mali? Est-ce que c'est la richesse incroyable de Mansa Moussa ou est-ce que c'est plutôt la vision de Sundiata, la structure du Kurokan Fuga, l'innovation de l'université de Sankoré et la résilience de chefs comme Sakura ou Suleiman? La question reste entière. Qu'est-ce qui mesure vraiment la grandeur d'une civilisation? Son or ou ses idées? Coucou mes chers amis! Si l'histoire d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en cliquant sur le bouton rouge.